Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette rencontre texto que j'ai toujours beaucoup de plaisir à animer chaque année autour de ce grand domaine qu'est la littérature de jeunesse qui était un petit peu d'actualité ces derniers jours puisque le salon du livre de jeunesse de Montreuil s'est terminé hier soir. Donc on est en plein dans l'actualité éditoriale aujourd'hui avec Marie-Lorna Vaconssin, qui est l'auteur d'un roman, du premier volume d'une trilogie. On parlera de ce principe de la trilogie. Donc le projet Start Point, qui a cette très belle couverture qui a été réutilisée, comme vous avez peut-être vu, sur les affiches. Je remercie le service communication de l'université pour ces belles affiches qui sont réalisées chaque fois. Et là, pour ce mois-ci, c'est vraiment un plaisir. Donc, Marie-Lorna, est-ce que tu peux peut-être commencer par, avant qu'on en vienne vraiment au projet Start Point, en te présentant et en disant comment tu en es venue à l'écriture et l'écriture romanesque? Alors, l'écriture, moi j'ai toujours écrit depuis que je suis toute petite. Mon rêve a toujours été d'être romancière, même si j'ai fait plein de métiers avant qui n'étaient pas du tout romancière. D'ailleurs, j'ai aussi un métier à côté, parce que romancière, c'est compliqué pour en vivre. Oui, on parlera, je pense, de cette question qui était aussi d'actualité au Salon du livre de jeunesse. Mais en tout cas, comment j'en suis venue à ce genre d'écriture, le roman jeunesse, c'est en fait, quand j'étais petite... j'avais une sorte de monde parallèle que je m'étais créé avec ma petite sœur, un monde dans lequel on passait notre temps, on y allait, on avait vraiment l'impression d'y aller. Et quand on a grandi, on est devenu ado, on savait bien que c'était pas vrai. On croit des choses quand on est petit, quand on est ado, c'est plus possible. Et donc j'ai toujours eu l'envie de retrouver ce monde. Et il n'y avait que l'écriture romanesque qui pouvait me permettre... je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu Narnia ou La Croisée des mondes. Narnia, ils ouvrent la porte du placard et ils passent dans un monde parallèle et ils y passent 30 ans. Puis après, ils repassent un jour, ils retrouvent et ils reviennent dans leur vie. Ça, pour moi, quand j'étais petite, c'était... quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est mon histoire, c'est ça que je veux faire plus tard. Je veux écrire une histoire de monde parallèle où je veux que ça existe, où je veux réussir à faire croire aux gens que ça existe. Et pareil pour La Croisée des mondes, je ne sais pas si vous l'avez lu dans la salle, je vous le recommande, c'est une trilogie. Et pareil, on passe d'un monde à l'autre avec un couteau. En fait, les gens découpent dans la trame du réel, ils découpent des portes avec un couteau qui s'appelle le couteau subtil. Et moi, quand j'ai lu ça, pareil, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je veux faire croire aux gens que le monde parallèle existe. Et c'est pour ça que j'ai écrit le projet Start Point. Et l'écriture, est-ce que ce sont des études de lettres qui t'ont mené jusqu'à l'écriture aussi ou comment s'est concrétisée dans ton parcours cette envie très profonde et enfantine au bon sens du terme? Ouais. Alors, j'ai fait des études de lettres. C'est pas vraiment pendant mes études de lettres que j'ai le plus écrit. J'ai plutôt écrit avant et après. Pendant mes études, cela dit, ça m'a vraiment beaucoup servi parce que ça crée un monde, ça peuple l'imaginaire. Enfin, je dirais pas que c'est en ayant fait des études que je suis devenue écrivain, mais heureusement, je suis très contente de les avoir faites parce que ça structure la pensée. Mais comment j'en suis venue concrètement, c'est vraiment en écrivant tous les jours. Parfois, les gens viennent de me demander à la fin des signatures, voilà, je veux être écrivain, comment il faut faire? Et je leur dis, mais écrivez tous les jours, faites-le un petit peu tous les jours, surtout ne vous jugez pas. Il y a même une jeune fille qui est venue et qui m'a dit, voilà, je voudrais vous faire lire mon roman, mais c'est nul. Je dis, mais tu peux pas savoir si c'est nul ou pas, continue d'écrire. Je l'ai lu d'ailleurs, c'était super. Donc moi, ce que je vous recommande, si la question c'était que faire, comment devient-on écrivain, c'est juste en le faisant tous les jours comme des exercices de gym, comme un boxeur qui fait son, je sais pas comment ça s'appelle quand on fait comme ça, punching ball. Voilà, je veux décrire qu'est-ce qui vous est arrivé aujourd'hui. Parfois c'est juste une scène. Parfois je marche dans le métro et tout à coup j'ai envie d'une scène. Je sais pas si je pense que beaucoup d'entre vous écoutent leurs écouteurs, écoutent de la musique dans le métro. Et tout à coup, l'idée quelque chose d'épique
sur J et j'ai envie de l'écrire. Donc c'est pas forcément rattaché à un livre ou c'est pas forcément rattaché à Starpoint ou je sais pas quand ça me servira, peut-être jamais, mais j'ai envie de l'écrire. Voilà, et ce que je recommande, c'est de se laisser aller à ses envies et d'écrire dès que ça vient et surtout pas se juger parce que ça sert à rien. Et alors, comment se passe le passage entre l'envie d'écrire, le fait d'écrire tous les jours, l'imagination, les mondes parallèles, et puis, à la fin, avoir un livre concret, parce qu'on connaît aussi les difficultés des auteurs lorsqu'ils commencent, dans leur rapport avec les maisons d'édition, d'envoyer un manuscrit à beaucoup de maisons, c'est refusé, voilà. Est-ce que tu peux raconter comment ça s'est passé? Moi, j'ai écrit un livre. Ce qui compte, c'est d'abord de finir quelque chose. De finir une première fois un objet littéraire qu'on appelle roman. Se dire, ok, ça c'est mon roman, ok, j'ai fini, c'est une première version. Donc j'en ai écrit un qui s'appelait Le Monde des Possibles et que j'ai envoyé à des concours. Ça n'a pas marché. J'ai même reçu un petit papier qui me disait roman morbide et un peu bizarre. Pas pour celui-là, mais pour celui d'avant. C'était un peu violent. Mais voilà, ça n'a pas marché. Mais j'ai trouvé finalement une maison d'édition qu'il a publié 3 ans plus tard, une micro maison d'édition qui s'appelait Fasciné. Grâce à ce roman, des gens l'ont lu, j'ai fini par rencontrer des gens qui ont rencontré des gens. Et une éditrice m'a dit j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc elle m'a aidée à... Ce livre morbide, c'est celui-là. Ce livre morbide, ouais, que moi je trouve pas du tout morbide, mais peut-être un peu bizarre, d'accord, mais voilà. Et donc du coup, elle m'a aidée à travailler sur un autre livre. Elle m'a présenté des éditeurs au Seuil et chez Anne Carrière, qui n'ont pas aimé ce deuxième livre, mais qui ont aimé l'écriture. Et un des éditeurs savait que je portais le projet Starpoint depuis longtemps, que je voulais écrire quelque chose de monde parallèle, un roman de monde parallèle. Et lui-même était complètement fan de Philippe Pullman, donc l'auteur de La Croisée des mondes dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc il m'a dit, si tu me fais quelque chose qui ressemble à La Croisée des mondes avec l'écriture que j'ai lue dans ce truc, en fait il m'a dit prends un peu de ça, si t'es capable de faire un roman comme ça, moi je te le publie. Je lui ai dit ok, j'avais déjà fait plusieurs versions du projet Starpoint, il s'appelait pas comme ça à l'époque, donc j'ai refait une version et là j'ai même pas eu besoin de l'envoyer puisqu'il m'avait dit si tu me le fais je te le publie. Donc je lui ai fait et il m'a dit ok, on y va. Donc là, c'est intéressant parce que ça montre quand même l'importance de l'éditeur dans le processus de création. C'est-à-dire que là, tu as dit d'abord, il y a une éditrice qui m'a aidé à écrire, puis un autre qui a dit tu prends ci, prends ça. Ce qui est important, c'est que quelqu'un croit en vous. C'est-à-dire que vous écrivez dans votre chambre, vous êtes juste une fille qui écrit dans sa chambre. Et tout à coup, une éditrice du Seuil croit en vous et vous dit j'attends pour telle date. En fait, c'est le fait qu'elle ait donné des échéances, qu'elle m'ait dit le 24 mai, je t'attends avec un manuscrit. Tout à coup, on est un écrivain. On n'est pas publié, mais enfin, si j'avais déjà cette première publication, mais tout à coup, ça prend du sens. Et donc, alors même qu'elle m'a juste posé des questions, orientée, mais c'est tout. Vous voyez, quelques questions, ça peut vous guider un processus créateur. C'est-à-dire, elle m'a dit, elle n'avait même pas lu le manuscrit, mais elle m'a fait parler du livre. Elle m'a dit, attention à ça c'est un écueil, attention. Et ça, j'y ai pensé pendant les mois d'écriture. Vous voyez, c'est rien, c'est une rencontre, et ça peut effectivement vous encadrer, vous donner de l'énergie. Que quelqu'un croit en vous, ça change tout. Et surtout, quelqu'un du métier. Parce qu'il y a ma mère qui croit en moi, mais bon, c'est pas pareil. Donc ce roman qui n'a pas vu le jour, finalement, celui qui était entre le premier et celui-là, que finalement... C'était l'histoire d'une petite fille. En fait, c'était l'histoire d'une jeune fille qui... On explorait son passé, et elle cherchait quelque chose qui lui était arrivé dont elle ne se souvenait plus. Et à la fin du livre, elle allait découvrir ce mystère. Et l'éditrice m'a dit attention parce que si vous construisez votre roman là-dessus, ça peut être très dangereux parce que les mystères, c'est toujours décevant. On se dit c'était ça. Enfin, à la fin, c'est toujours... Donc, il vaut mieux vous concentrer sur qu'est-ce que ce mystère fait à la jeune fille. Qu'est-ce que ça lui procure comme émotion, plutôt que de tout miser sur le mystère qui, de toute façon, sera déceptif à la fin du roman. Et en fait, je me suis dit, elle a raison. Surtout qu'à l'époque, je ne savais pas encore quel était le mystère. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique de s'accrocher aux émotions. Et de manière générale, c'est ce que j'essaye de faire. Il y a les faits, bien sûr, mais c'est pas ça qui est merveilleux. C'est qu'est-ce que les faits font au personnage. Et c'est à ça toujours que j'essaie de me... Quand je suis perdue, c'est que j'ai perdu les personnages. Quand je sais plus quoi écrire, en fait, je me rends compte que je les ai laissés tomber et qu'il faut que je me raccroche à eux. Qu'est-ce qu'ils pensent? Ils sont dans cette pièce, mais qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce que ça leur fait? Est-ce qu'ils en ont peur? Est-ce qu'ils croisent quelqu'un? Est-ce qu'ils ont envie d'être avec cette personne ou pas? Est-ce qu'il est amoureux ou pas? Est-ce qu'elle lui plaît ou pas? Enfin, finalement, il n'y a que ça qui compte.
et un garçon, une fille, est-ce qu'il lui plaît ou pas, est-ce qu'ils sont amis ou pas, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils pensent, est-ce qu'il m'a regardé ou pas, de se raccrocher toujours aux émotions. Et là, tu as cité Le Seuil ou Anne Carrière. En même temps, tu parles d'une histoire d'une petite fille. Alors, bien évidemment, il ne suffit pas qu'on ait des personnages enfantins pour avoir de la littérature destinée aux enfants, ça, on est d'accord. Mais est-ce que tu avais une idée d'un public jeunesse ou pas du tout, ou d'un public, de tout public? Enfin, est-ce que même, de façon plus générale, est-ce que dans l'écriture, il y a la conscience d'un lectorat potentiel ou pas du tout? Alors, pour les premiers livres, donc le premier qui a été publié dans la toute petite maison et le deuxième qui n'a pas vu le jour, c'était très large. C'était vraiment pour tout le monde. C'était la littérature générale. Donc, le seul lecteur que j'imagine, c'est soit ma sœur, parce que on avait construit ce monde imaginaire ensemble, et donc en fait, j'ai toujours dans l'idée qu'elle va me lire. Soit l'éditrice en question. Je me disais, elle va lire, qu'est-ce qu'elle va penser. Donc, on écrit. Et pour ce roman, alors là, c'était vraiment... Là, j'écris pour l'ado que j'ai été, pour l'enfant que j'ai été, pour l'adulte que je suis, mais qui veut encore se raccrocher à ce monde imaginaire. Là, c'est clairement un public... je voulais plaire aux ados et aux adultes qui ont gardé la nostalgie des années lycée, collège, lycée plutôt... C'est un truc qu'on appelle aux États-Unis young adult. Je ne sais pas si vous avez ce concept, et qui n'est pas très exploité en France. Enfin, les libraires me disent souvent, on ne sait pas trop le mettre. Est-ce qu'on le met avec les jeunes? Est-ce qu'on le met en littérature générale? Et cette maison d'édition, La Belle Colère, c'est une des premières qui se veut vraiment young adult. D'accord. Ah oui, c'est intéressant. Donc, mais techniquement, c'est quand même pas de la littérature de jeunesse, il me semble, parce que est-ce qu'il, voilà, par exemple, d'un point de vue juridique, est-ce qu'il passe par la loi du 16 juillet 49 sur les publications destinées aux enfants? Je ne l'ai pas vu. Parce que, voilà, il y a une loi, hein, voilà, et parce que c'est comme ça que je regarde, pour moi, si c'est un livre pour enfants. C'est qu'en France, tous les livres destinés à la jeunesse, et la presse également destinée à la jeunesse, doit être conforme à une loi sur ce qu'on peut publier ou pas pour les enfants, qui s'appelle la loi du 16 juillet 1949. Alors et normalement, on a un petit... Et là, je vois que non. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai, c'est une maison d'édition qui s'émancipe tout en créant, tout en se mettant dans un secteur éditorial. C'est pas pour les enfants. Il y a des autres publications à la jeunesse. La Belle Colère. Ça s'appelle La Belle Colère parce que à l'adolescence, on est en colère de quelque chose, contre soi-même, contre ses parents, contre la vie qu'on veut mais qu'on n'a pas, contre... Et donc, les autres romans sont tous déjà d'auteurs étrangers. Il n'y a pas de français. D'accord. Et c'est des romans qui sont pas... C'est un peu trash parfois. Vraiment trash. Et donc, c'est pas pour les enfants. Donc, effectivement, ça doit... D'accord, c'est ça. Je ne savais pas qu'il y avait un truc jeunesse avec une loi et tout. D'accord. Oui, d'accord. Et donc, ton roman est le premier roman français chez cet éditeur. Donc, c'est une maison d'édition qui a été créée récemment ou... C'est un collectif qui appartient à Anne Carrière. D'accord. Je parlais d'Anne Carrière tout à l'heure. Et donc, ils ont fait... C'est comme les labels dans les maisons de production pour disques. Il y a les gros et puis il y a les petits labels indépendants. Et donc, La Belle Colère, c'est comme un label indépendant, rattaché à Anne Carrière. Et il y a les Forges de Vulcain, Nouvelle Attila... Voilà. Il y en a d'autres, mais je ne me souviens plus des noms. D'accord. Okay. C'est une petite nébuleuse de petites maisons d'édition qui ont un peu d'indépendance, mais qui sont rattachées à une carrière. Donc, alors oui, c'est très dur de gagner sa vie quand on est écrivain. J'aurais jamais pu vivre avec Enfin, c'est pas possible. Donc, moi, je travaille dans la restauration. C'est assez prenant comme métier. Donc comment je fais? En fait, on en discutait, c'est marrant, en venant sur le trajet avec Virginie. Et c'est un métier qui demande beaucoup d'énergie, mais du coup, la restauration, on donne du plaisir aux gens. Et en fait, c'est aussi construire des mondes parallèles, la restauration. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, les gens rentrent dans un lieu et pendant 2 heures, il faut leur donner du bonheur. Donc, il faut leur donner quelque chose de bon à manger, de bon à boire. On leur donne des bonnes énergies en les servant, en les recevant bien. Il faut que ce soit beau, ils entendent des musiques adaptées. Donc, moi, j'aime bien dépenser toute mon énergie dans ce métier. Et après, je rentre chez moi, je suis vraiment fatiguée, mais je suis comme rechargée. C'est comme si j'avais vraiment tout ce que j'ai vécu. Finalement, je le remets. Il faut une petite pause quand même, un petit quart d'heure. Mais après, parfois... Plus je travaille dans le concret, dans la vie de tous les jours, plus je peux décoller après dans l'écriture.
du moment que je ne suis pas épuisée de fatigue. Mais sinon, ça se couple assez bien. Et donc, du coup, j'écris le soir, quand je rentre, le week-end, quand je ne travaille pas. Vraiment, c'est mêlé. C'est-à-dire que quand je fais rien, les fois où je suis partie pour ne faire que écrire, finalement, j'ai pas fait grand-chose d'intéressant. Je me rends compte qu'après, j'ai jeté beaucoup. On peut le dire. Hein. En fait, on s'est retrouvés en préparant Texto, je vais tout vous avouer. Donc, je cherchais un auteur contemporain invité, comme chaque année. Et dans Livre Hebdo et dans une librairie, je tombe sur ce livre en disant c'est comme Philippe Pullman, La Croisée des Mondes. Et moi, j'adore la Croisée des Mondes. Je me dis qu'est-ce que c'est que ce livre? Et je vois l'auteur. Je me dis ça, c'est un nom que je connais. Donc, on ne s'est pas vu depuis 20 ans et on se revoit. Voilà, on a fait nos études ensemble. Dans un lycée, pour ne pas le nommer, qui est le lycée Henri IV à Paris. Et en fait, le cadre dans lequel se passe cette histoire ressemble, mais très fortement, à certains lieux de ce lycée. Et quand à un moment l'appel est fait, il y a aussi des noms. Il y a aussi des noms de gens qui étaient dans notre classe. Donc c'est assez rigolo. Mais voilà. Donc il n'y a pas que sa sœur, il y a aussi des gens qui étaient à l'école avec elle. En voilà. fait, c'est pas je ferme la parenthèse. C'est pas des clins d'œil pour une personne, mais c'est vrai qu'on est nourri de ce qu'on a vécu. Et donc j'avais même déjà oublié qu'il y avait les noms de notre classe. C'est des trucs qui viennent malgré... En fait, on a passé tellement de temps dans ce lycée que quand j'imagine un lycée, des trucs me viennent forcément. Et donc, des gens le reconnaîtront, mais c'est pas grave si on le reconnaît pas. C'est un peu... Ce qui fait vrai dans un roman, c'est tout ce qu'on a vécu et qui transpire de nous malgré nous. Il y a très peu de choses que... Il y a juste une chose qui est vraiment pour moi... Si vous parlez de clés, de petits clins d'œil qu'on reconnaîtrait, c'est un tatouage. Je ne sais pas si les gens l'ont lu jusqu'au bout, ou sont arrivés à la fin, ou ont vu des extraits. J'ai pas vu tout ce qu'il y avait comme extrait, mais c'est un tatouage en forme d'araignée qui est très important. Enfin, il commence à être un tout petit peu important là, mais après, au fil des romans, il sera beaucoup plus important. Et c'était en hommage à un ami qui a ce tatouage araignée qui m'avait plu. Voilà, ça c'est peut-être le seul clin d'œil vraiment. Il n'y a que lui qui peut le savoir, maintenant vous. Mais sinon, vous voyez ce que j'ai vécu avec ma sœur, j'ai pas mis des clés pour elle qui seraient inaccessibles aux autres. C'est que des choses qui nourrissent l'univers, mais que je veux offrir à tout le monde. Ce serait horrible d'écrire que je me dirais eux ils vont comprendre, mais pas tous les autres. C'est pas très sympa. Voilà, ça a beaucoup frappé plusieurs d'entre nous quand on voyait cette couverture, puisqu'on a travaillé sur le roman pour la jeunesse, notamment au 19e siècle, de voir à quel point ça pouvait évoquer les couvertures des Voyages extraordinaires de chez Hetzel. Et notamment de Jules Verne, des récits de Jules Verne. Qui choisit la couverture? Est-ce que c'est toi? Comment ça se passe? C'est mélangé et dans l'ordre. Donc le titre est venu d'abord. Et pourquoi ce titre? Je voulais quelque chose de... Je voulais quelque chose de moderne et en même temps qui fasse rêver. Le mot étoile, les étoiles, ça m'a toujours fait rêver. En plus, je regardais beaucoup de documentaires sur la physique quantique à l'époque, comme le père de Pythagore est chercheur en physique quantique. Voilà, le héros s'appelle Pythagore Luchon et vous aurez peut-être deviné, sa mère est prof de maths. Sa mère est prof de maths au lycée dans lequel il va. Et il est dans la classe de sa mère, voilà. Donc c'est à la rentrée. Ça commence comme ça. C'est la rentrée de seconde et c'est l'appel dans la classe de sa mère qui est prof de maths. Donc tout ce qu'il peut y avoir d'anecdotes en rentrée, est-ce qu'il y a une nouvelle élève ou pas, est-ce que les gens sont sympas ou pas, enfin voilà, ça commence comme ça. Et donc je voulais que le titre nous emmène quelque part, qui dévoile pas trop l'intrigue. Et en fait, le projet Starpoint, c'est pas au centre de l'intrigue, mais il va apparaître, toute son importance va apparaître au fil des romans. Et donc, je voulais quelque chose de mystérieux qui nous fasse rêver. Et la physique quantique, tout l'objet de la physique quantique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est de trouver qu'est-ce qui réunit les lois de l'atome, les lois des particules de l'infiniment petit et l'infiniment grand, les étoiles, l'univers. Les chercheurs en physique quantique cherchent à relier ces deux infinis, l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est pour ça que l'infiniment petit, c'était le point, et l'infiniment grand, les étoiles, stars. Et Starpoint, j'y ai pensé, ça m'a tout de suite emballé. Je me suis dit, ça va me porter pendant 3, 4, 5 ans. Je sais pas, je peux pas vous l'expliquer qu'un jour c'est venu et j'ai voulu... Puis j'aime bien le projet, le projet, il y a quelque chose de... Des gens ont travaillé dessus, peut-être de manière mystérieuse. Enfin, le mot projet m'emballait aussi, donc... C'est difficile un titre, comment il vient. Parfois, c'est... Oui, ça fait start point aussi. Enfin, ça fait un peu point de départ. Enfin, on est lancé. On peut imaginer plein de choses à partir de ça. Donc, je voulais pas un titre enfermant. Voilà, je voulais un titre qui ouvre et qui puisse durer pour les 3 tomes, bien sûr.
Et la couverture, la couverture a été faite par un tatoueur. Les tatouages sont assez importants dans le livre. Ça commence à se dessiner dans le tome 1, mais le tome 2 et 3, ça sera encore plus important. Et c'est un tatoueur très old school. Vous savez, vous avez plusieurs styles de tatouage, soit dentelle, soit géométrique, soit étalé. On a les old school. Et donc, et lui, c'était exactement le style que j'aimais. Il s'inspire des cartes à jouer, des tarots, des pirates. Et donc, ça s'est fait... l'éditeur, lui, avait très envie que ça fasse appel à l'inconscient collectif. Donc là, Jules Verne, clairement, on avait envie de réexplorer ces couvertures du 19e qui nous ont tous fait rêver. Mais de mêler ça avec la modernité. Donc, en fait, c'est une fusion 19e, modernité, voilà. Vraiment, la première de ses inspirations, c'est vraiment Philippe Pullman. C'est vraiment... il a écrit une trilogie de mondes parallèles où se mêle la science et l'aventure, une science douce. Vous voyez, c'est pas de la science-fiction pure. La science est un thème en filigrane, mais qui vous assomme pas. C'est quelque chose presque de doux, alors qu'on n'imagine pas la science comme ça. Et le romancier, comment dire, il traite des questions très importantes de philosophie. Moi, quand j'ai lu Philippe Pullman, je me suis dit, waouh, ok, mais c'est iconoclaste, c'est philosophique, ça parle de religion, ça parle de la vie, c'est vraiment puissant. Donc on peut le lire, nous, aujourd'hui, moi en tant qu'adulte, je peux le lire et m'y intéresser beaucoup. Et pourtant, il y a une histoire à suspense qui peut intéresser les 10, 11, 12... Et c'est ça qui m'a vraiment plu. C'est des mondes parallèles qui m'ont toujours hanté. Et cette capacité à plaire à des ados comme à des adultes et plein de niveaux de lecture. Pour moi, c'est ça qui fait que c'est une cathédrale. C'est vraiment une œuvre cathédrale. Et Narnia, parce que les mondes parallèles encore, c'est vraiment, je suis obsédée par les mondes parallèles. Et parce que c'est vaste, parce que... j'aime beaucoup les trilogies. Et Narnia, alors c'est pas forcément des suites, mais ça construit un univers bout par bout. J'aime les romans qui ne sont pas juste eux-mêmes. D'ailleurs, quand j'étais étudiante, j'ai fait mon DEA, je ne sais plus si c'était ma maîtrise, mon DEA sur Balzac, parce que j'aime ces univers mondes, en fait, qu'on retrouve d'un monde à l'autre, d'un roman à l'autre, on retrouve les personnages. J'aimais aussi beaucoup Proust, enfin, ces grosses œuvres cathédrales avec plein de romans, et on retrouve nos héros d'un monde à l'autre, d'un roman à l'autre. Alors, juste peut-être pour donner une idée, on peut lire un extrait. Alors, donc le principe, vous l'aurez peut-être compris. Donc, le héros, Pythagore Luchon. Peut-être je peux faire un résumé. Voilà, on va résumer, mais il ne faut pas trop en dire, pour ceux qui n'auraient pas lu. Parce que... Donc, Pythagore Luchon, élève de seconde, a raté la rentrée, il était malade, il a raté les 15 premiers jours. Et quand il arrive en cours, il a une meilleure amie avec qui il est meilleur ami depuis 8 ans. Sa meilleure amie l'ignore. Parce qu'il y a une nouvelle élève. C'est Louise, sa meilleure amie. Voilà. Louise, sa meilleure amie, l'ignore complètement. C'est une nouvelle élève avec son apparition, Foresta et Evan, la fille aux cheveux rouges. Et elles sont devenues super copines et elles font des trucs super mystérieux. C'est-à-dire qu'en fait, Louise, c'était vraiment une geek, première de classe, obsédée par la science, la plomberie, la mécanique. Et tout à coup, Foresta et Evan, cette nouvelle élève aux cheveux rouges, qui est habillée en cuir, qui est un peu rock'n'roll, qui est mystérieuse, qui sait se battre, qui a une voix rauque, on dirait une rockstar, est devenue super pote avec Louise, la geek. Donc déjà, ils trouvent ça bizarre. Et puis elles ont des activités mystérieuses. Ils se demandent est-ce qu'elle sèche les cours, est-ce qu'elle se drogue peut-être, enfin, qu'est-ce qui lui est arrivé. Et en fait, on va découvrir que c'est parce qu'elles explorent un autre monde dans lequel Louise va se perdre. Voilà, et Foresta va venir le chercher. Et après, je vous dis plus rien parce qu'il passe dans l'autre monde et c'est là que les aventures commencent. Alors, on peut peut-être lire la façon dont on passe d'un monde à l'autre, parce que c'est aussi la trouvaille très originale du roman, parce que c'est toujours ça la difficulté, je trouve, quand il y a des univers parallèles. Tu as parlé du couteau subtil chez Pullman, qui est vraiment aussi c'est très beau, c'est très poétique. Donc chez Pullman, l'idée, c'est que les univers sont les mêmes et se superposent et qu'on vit dans une des milliards de possibilités d'univers. Et là, c'est un petit peu différent. On passe par les fenêtres. En fait, c'est l'angle mort. Alors bon. Et puis il faut manger quelque chose de bizarre. Alors, tu veux lire ou tu veux que je lise ? Comme tu veux. Bon, alors je vais lui rappeler.
Donc, Louise a disparu, on vient de vous le dire, et Foresta vient chercher Pythagore qui vient de passer une soirée un petit peu arrosée. Voilà, donc, il a... Le budget de la fête du lycée, il a trop bu. Il a trop bu. Il se réveille, il est réveillé, réveille-toi. Alors, elle dit, il faut que tu manges ça. Quoi ? Je t'expliquerai, je te jure, mais là, on n'a pas le temps. Il ouvre le papier et découvre quelque chose de bleu, légèrement lumineux, un bleu phosphorescent. Il en saisit un petit bout, une texture molle, mais non dénuée de fermeté, un peu comme de la pulpe bleue. Mange, ça va t'aider. Pythagore porte l'aliment à ses lèvres. Il est frais, juteux comme un fruit. Son goût est légèrement familier, mais difficile à cerner. Une orange, une mangue, une clémentine ? Foresta le regarde en silence. « Tu sens quelque chose ? » ?»« Non. »« Tu as bu de l'alcool ?» Foresta soupire agacé. « Oh, ça va être plus compliqué pour le changement de fréquence. » Elle fouille dans son sac et en tire une fiole d'un liquide du même bleu que l'orange. Elle en vérifie le niveau à la lumière des lampadaires, puis tend la fiole à Pythagore. « Bois, c'est du concentré. Ça va te faire dessouler d'un coup. » Pendant que Pythagore s'exécute, Foresta se place devant la fenêtre. Elle fait bouger le battant, s'arrête, scrute quelque chose au niveau de la charnière, puis rectifie la position du battant. « Qu'est-ce que tu fais ?» demande Pythagore. « Je cherche l'angle mort. » Il ne comprend rien, mais très vite, il se rend compte qu'il s'en fiche. Le concentré d'orange bleu offre à son corps l'expérience d'une vie nouvelle. Un froid de glaçon glisse lentement le long de sa colonne dorsale, cascadant de vertèbre en vertèbre pour y insuffler de l'air, du frais, de la rosée du matin. Son cerveau s'ouvre, respire, s'élève. Il rêve d'horizons plus vastes. Tous ses organes s'étirent. Ils sont heureux d'habiter dans son corps. Il s'aère et profite du grand large. Un sourire illumine son visage. « Tu te vois dans le reflet ?» lui demande Foresta. « Oui. »« Pousse-toi un peu. » Pythagore bouge. Il se sent comme dans l'eau, en apesanteur. Il ressent le mouvement d'infimes vibrations tout autour de lui. Foresta attrape le battant et le fait pivoter tout doucement. Un souffle doux les enveloppe, une brise qui les caresse et les pousse. Dans le reflet de la vitre se dessine une perspective. C'est le passage dévoilé par l'angle mort. Au loin, dans la profondeur du reflet, deux silhouettes marchent en diagonale. Pete plisse les yeux pour voir de qui il s'agit, puis sursaute quand il se reconnaît aux côtés de Foresta et Rivan. Il porte son sweat à capuche rouge et le pantalon de skater noir qu'il avait choisi pour faire le DJ. Elle arbore son manteau militaire à boutons cuivrés, un pantalon sombre et ses fameuses bottes à lacets. Il la dépasse au moins d'une tête, même s'il ne se tient pas droit. Là, Foresta et le Pythagore qui sont dans le reflet n'ont pas conscience d'être regardés. Ils avancent toujours, puis se tournent et s'arrêtent d'un coup net. À peine Pete a-t-il le temps de voir ses yeux bleus effarés, deux grands yeux bleus clairs et translucides, hérités d'une longue lignée de Luchon aux yeux bleus clairs et translucides, Émile Luchon, lunetier de son état, Marcel Luchon, instituteur et président du club d'astrologie de Loire-et-Henriette, Lucien Luchon, chercheur en physique quantique et cofondateur du projet StartPoint, et enfin Pythagore Luchon, lycéen, dessinateur et perchiste, que l'air lui donne une gifle dont il ressent l'impact jusque dans ses tympans. Et donc là, ils vont se retrouver dans le monde de parallèle, Foresta. Voilà. Donc ces passages sur les... C'est vrai qu'on s'était posé la question un peu des références, de l'intertextualité. Bon, là, on mange des oranges bleues. Voilà, et il y a les couleurs aussi qui ont beaucoup d'importance dès la couverture. La fille aux cheveux rouges, on rentre dans un monde par des oranges bleues. Dans ce monde, les êtres sont des humains aussi quand même, mais ils ont le sang bleu, alors que ceux qui viennent de notre monde ont le sang rouge. Enfin, et puis il y a toute une histoire autour du bleu. Est-ce qu'il y a quelque chose sur ces couleurs ou qu'est-ce que tu peux nous dire Qu'est-ce que je peux dire ? Il y a le bleu, il y a même un personnage un petit peu qu'on voit apparaître en personnage de barbe bleue en fait qui est un peu présent comme une ombre dans tout le roman. Alors les couleurs, moi j'ai toujours bien aimé les œuvres sensorielles. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Dans les films, par exemple, j'aime quand ils filment très près. Et quand je sais pas si vous avez déjà vu Millennium Mambo ou des films de Wong Kar-wai. Enfin, c'est
c'est une photographie qui a des couleurs électriques, le bleu, le rose, les couleurs des néons, quelque chose de très pop mais chaud, enfin quelque chose d'électrique mais chaud. Vous voyez les villes d'Asie où tous ces néons, ça apporte quelque chose de très chaud. Ben moi, j'avais envie de ces couleurs dans le roman, quelque chose de la musique électro. Les pulsations du cœur, enfin, il dit toujours, mon éditrice me disait, mais arrête d'écrire que ça pulse. Enfin, il y a toujours le mot, ça pulse dans leurs veines, ça pulse, je sais pas où. Elle m'a viré, je sais pas combien de fois le mot pulser parce que je le mettais partout. Et c'est pareil pour les couleurs. Je voulais quelque chose de trépidant. Enfin, je voulais pas. J'ai vraiment besoin de contraste. En fait, je l'ai pas construit comme ça. C'est venu petit à petit. En fait, le fait qu'ils aient le sang bleu, pourquoi ? C'est parce que je voulais des êtres humains, mais qui soient biologiquement pas pareils. C'est venu naturellement qu'ils avaient le sang bleu. C'est ça. Mais après, le fait qu'il y ait les oranges bleus, le courant bleu, et à chaque fois c'est un peu phosphorescent. C'est vraiment que j'ai besoin, quand j'imagine le monde parallèle, quand j'imagine le monde, ce monde imaginaire. J'ai besoin de voir des couleurs très fortes, très denses. Il y a souvent ce mot dense aussi qui revient. J'aime pas les demi-teintes. Voilà. Et là, il y a les couleurs. Tu parles de cet aspect d'écriture sensorielle, que j'aime beaucoup cette idée. Là, tu dis ce qui pulse, donc ce qui rythme. Il y a la présence aussi d'une sorte de... plus de musique ou de rythme. Voilà, il y a un concert au départ, et puis ensuite, il y a une espèce de combat, enfin entre le jeu le jeu et la lutte de pouvoir, enfin entre des clans qui est rythmé. Enfin, il y a toutes ces histoires de fréquences. On met des machines qui font que tout d'un coup la terre tremble et pulse justement. Est-ce que ça joue aussi dans ton écriture je sais pas, une musique ou un rythme ou est-ce que tu le penses aussi? Là, tu parles de ce que tu penses au niveau des couleurs, mais au niveau des... Oui, en fait, très, très souvent, j'imagine les scènes en marchant dans la rue avec de la musique. Donc, forcément, elles sont nourries de musique. Et j'aime... Mais parce que, excuse-moi, je t'interromps, parce que tu écoutes de la musique, parce que tu disais tout à l'heure, ou c'est juste ton imagination? Non, j'écoute de la musique. Tu écoutes de la musique? Je marche dans la rue, j'écoute de la musique et tout à coup, les images viennent. C'est-à-dire, dès que je mets de la musique, que je suis dans la rue, n'importe où, dans n'importe quelle rue, j'ai des scènes qui viennent avec de la musique. Et donc, tout ce que j'imagine a déjà une musique au fond. Ou même l'écriture, j'aime qu'elle soit rythmée, j'aime que... Comment dire ? À un moment donné, ils expliquent que la musique dans l'autre monde passe sous la peau, glisse et fait des sensations. C'est-à-dire que la musique, c'est de la vibration. Mais après, on reconnaît pas que c'est de la vibration, on entend juste l'air, etc. Mais moi, je voulais qu'on en revienne à qu'est-ce que c'est la musique à l'origine. C'est juste des vibrations que le corps enregistre. Et je voulais que ce soit vraiment palpable, que dans cet autre monde, la musique soit différente. C'est presque une matière, on peut presque la sentir. Elle passe sous la peau, elle caresse. Si jamais elle est rythmée, ça fait le cœur, il bat avec. Enfin, j'avais vraiment besoin que ce soit quelque chose de... qui pulse, voilà, encore ce mot. C'est vraiment, c'est comme, j'écris en même temps que j'écoute de la musique. Enfin, non, quand j'écris, je peux pas écouter de la musique parce que là, vraiment, j'y arrive pas. Il faut vraiment, quand je me mets à écrire, je coupe. Mais quand je cherche les idées, quand j'appelle ça aller à la pêche. Parfois, je dis aux gens, bon, désolé, je rentre dans ma tête, je vais à la pêche. Et en fait, il faut que j'écoute de la musique, il faut que je marche, il faut que je fasse des trucs, mais toute seule, avec de la musique. Voilà. Et ça va ensemble. Est-ce que j'y pense pendant que j'écris ou est-ce que j'y pense là aujourd'hui Quand j'écris, non, pas du tout. Quand j'écris, c'est vraiment... le cinéma, il est juste intérieur, c'est dans ma tête. C'est vraiment... Souvent, je me dis, quand j'écris, je cherche pas à faire un truc réaliste. Je me dis pas qu'est-ce qui serait réaliste, je me dis qu'est-ce qui me fait battre le cœur. Qu'est-ce qui serait cool vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de voir, qu'est-ce que j'ai envie qu'il se passe. Si moi je lisais ce livre, qu'est-ce que je voudrais qu'il se passe? Voilà, c'est d'abord moi le premier spectateur, et s'il y a un cinéma, c'est le cinéma dans ma tête. Alors maintenant, aujourd'hui, si vous me posez la question, est-ce que j'aimerais une adaptation cinématographique? Évidemment, j'adorerais voir qu'est-ce que quelqu'un... Ne serait-ce que déjà, dans un festival, il y avait des enfants, ils avaient, je sais pas, 12, 13 ans. Ils avaient lu le livre, c'était à Saint-Maur, c'était pendant le festival, c'est pas un salon du livre de Saint-Maur. Ils avaient tous fait des dessins pour illustrer Starpoint. Rien que ça, c'était juste des dessins, mais j'étais... hyper émue, hyper intriguée. Qu'est-ce qui a pu naître dans la tête des gens en partant du livre? Qu'est-ce qu'ils ont pu produire? J'étais fascinée, je trouvais ça génial. Alors, un film, ce serait juste dingue. Oui, Judith.
Alors, est-ce que quand vous partez à la pêche, vous ingérez un liquide bleu Qu'est-ce qu'elle prend? Pour le dire autrement, à partir de ce que vous venez de dire, je viens de me demander si la question du monde parallèle, c'est pas une mise en abîme finalement de l'activité de l'écrivain. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que il y a un moment où on est complètement dans la vie quotidienne, le travail, etc., et qu'il faut s'abstraire du monde pour rentrer dans ce monde parallèle qui est le monde imaginaire. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous avez pensé? J'imagine que oui. Et où finalement, dont le livre serait une sorte de réalisation, quoi. Le processus. En fait, quand je l'ai écrit, j'y pensais pas du tout, parce que pour moi, c'était le monde parallèle qui est... Enfin, moi, j'y crois vraiment à ce monde parallèle. Enfin, mon but, c'est d'expliquer qu'il existe vraiment. Donc, c'est pour ça que ça passe par la science et par la physique quantique. C'est que j'ai pas envie que ce soit un monde imaginaire. Bon, il se trouve que c'est quand même un monde imaginaire. Et ce que vous dites, j'y pense vraiment, mais a posteriori. C'est-à-dire que maintenant, je me rends compte que, par exemple, quand j'ai ma vie vraiment très terre à terre, les problèmes de plomberie au resto, il faut déboucher les toilettes, ou un plat qui n'a pas plu à un client, enfin des trucs vraiment terre à terre. Et tout à coup, j'ai 2 heures. Ok, je vais m'isoler, j'écris, et tout à coup, je me dis, ok, ce qui arrive au héros, c'est ce qui m'arrive à moi. Je ferme la porte, je ferme les yeux et je suis vraiment dans un autre monde, ou même sans fermer les yeux. Parfois, ce que je fais, c'est que j'écris dans le noir. J'éteins les lumières et rien que ça me suffit pour me dire que je suis ailleurs. Alors même que je suis toujours dans la même pièce, à côté du resto, et que limite, si je me concentre, je peux entendre les clients. Mais d'éteindre la lumière, c'est comme si je basculais. C'est le liquide bleu ou c'est l'angle mort presque. Mais vous avez tout à fait raison. J'y pense a posteriori. Pas quand j'écrivais du tout, mais maintenant, après le fait d'avoir déjà écrit un tome et d'avoir cette expérience, je me rends compte que c'est exactement ça. Dès le début, vous aviez dans l'idée de faire une trilogie. Oui. C'est venu au fur et à mesure de l'écriture du premier tome. Non, alors vraiment, l'idée, c'est même de faire plus si jamais l'éditeur, lui, il voulait que je fasse 7, 8 tomes. Je dis, bon, on va commencer avec 3. En fait, c'est que il y a quelque chose derrière ce monde parallèle. On va découvrir à la fin d'où il vient, comment il complète le nôtre. Mais pour tout expliquer en un livre, c'est impossible parce que je passerais mon temps à expliquer les lois scientifiques, les axiomes. Ça serait un cours sur le monde parallèle. Si je veux qu'il y ait vraiment des aventures et des sentiments et que le monde parallèle soit presque au second, à l'arrière-plan, et pour que au premier plan soient vraiment les personnages et les sentiments, il faut que je l'étale sur. Je peux pas tout mettre dans un roman, ou alors il serait énorme. Donc dès le départ, c'est construit comme au moins une trilogie, et que la révélation de quand même qu'est-ce que c'est que ce monde imaginaire, qui n'est pas imaginaire d'ailleurs, je tiens à le dire, c'est le monde parallèle qui existe vraiment. On le découvrira à la fin du 3e tome. Et donc là, je mets des pistes, je mets des petits indices. Mais là, tu parles d'axiomes, on parle de physique quantique depuis tout à l'heure. Est-ce que tu as dit que tu avais fait des études de lettres? Alors peut-être que tu as fait des options physiques, je ne sais pas. Ou est-ce que tu te documentes, ou comment est-ce que tu procèdes pour créer cette écriture nourrie de science? C'est ce mélange entre l'imaginaire vraiment pur, si j'ose dire, et quelque chose qu'on appelle donc les sciences dures, dans le rationnel, l'explication scientifique. Alors déjà, il faut savoir que c'est mon grand regret, c'était en seconde, il faut choisir L, S, ES. Moi, c'était horrible, j'étais vraiment tiraillée, j'adorais les sciences et j'adorais les lettres. C'était affreux, jusqu'au dernier moment, j'ai hésité et finalement, j'ai pris L parce que j'aimais plus encore les lettres, mais vraiment, ça a été un arrachement. J'adorais la bio, j'adorais les SVT, j'adorais vraiment les sciences. Donc c'est naturel chez moi d'aller voir des documentaires, lire des trucs. Et ensuite, non, j'ai pas du tout fait d'études de physique en parallèle. J'ai vraiment rencontré des gens, des chercheurs. J'ai regardé des documentaires. Sur YouTube, il y a tout. C'est incroyable. Il y a des mini-télés sur la science, Science étonnante par exemple. Vous verrez, Science étonnante, c'est une de mes télé YouTube préférées. Je sais pas si on dit ça comme ça, télé YouTube, chaîne YouTube, voilà. Donc j'ai vraiment, je les ai regardés en écrivant des conférences aussi. J'écrivais, je faisais une pause.
je regardais ces documentaires, je revenais à l'écriture, donc c'était mélangé. Parfois, j'ai l'impression que l'écriture, c'est comme une pâte qu'on malaxe, on laisse reposer, on reprend, on malaxe, on laisse reposer, on essore, on met dans un truc, on coupe. Ouais, vraiment. Et donc, c'était l'écriture inventée avec de la musique, en marchant, en regardant de la science, et encore un peu de marche, encore un peu de musique et de rue, et après on rentre chez soi, on laisse reposer. Et on repart le lendemain et on refait la même chose. Voilà. C'est comme ça. Pendant que Madame Lévesque est en train de lire un extrait de votre livre, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que, quand vous avez fini votre livre, est-ce que vous avez la sensation que chaque ligne a été écrite et enfin, vous a satisfaite lors de son écriture? Ou est-ce que, à l'écoute de ce texte, vous auriez encore tout reformulé? Je vais préciser encore votre question. On s'est posé la question pour préparer cette rencontre. Je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on sélectionne des extraits? Est-ce que tu veux les sélectionner toi? Et elle m'a dit non, choisis. C'est pas moi qui. Donc le texte là, c'est. Ouais. Voilà, c'est justement il y a cette distance et le retour que ça te fait, c'est intéressant. Oui. Parce que j'aurais été incapable de choisir des extraits, parce que c'est vrai que une fois, si je m'y penche, je me dis oh là là, pourquoi ça, ah là là, là c'est maladroit. En fait, vous avez raison, c'est-à-dire que quand je relis mon texte, déjà ça m'arrive peu, ou quand je le fais, c'est parce que dans l'écriture je dois vérifier si c'est raccord avec un truc que j'avais écrit avant ou pas. Et en fonction des gens qui le lisent ou des publics, je vois complètement différemment. Par exemple, j'écris un chapitre. Je me dis, OK, en général, je l'envoie à l'éditeur 3 chapitres par 3 chapitres. Donc là, j'ai fini mes 3 chapitres, je me dis, bon, ça va à peu près. Je l'envoie. Et là, je ne peux pas m'empêcher de les relire. Et comme j'imagine qu'il les lit, je vois complètement différemment. Je me dis, ah mais merde, là, je me suis trompée, là, zut. Mais... Et donc, alors que je l'avais lu 2 secondes avant et que c'était à peu près OK. Alors, après, il est déjà publié, il est déjà écrit. Donc, tout à coup, je suis un peu sécurisée. Je me dis, bon, ça y est, c'est un objet, il est dans le monde. J'arrête d'être dans le doute. Mais si, par exemple, quelqu'un qui peut me faire peur, je ne sais pas, un autre artiste, ou je ne sais pas, se met à le lire, et je vais regarder, ah, il lit quoi, là? Ah ouais, ce mot, ça ne va pas. Enfin, vous voyez, je passe sans arrêt de « c'est un objet, c'est fini, c'est OK » à des doutes permanents. Enfin, et vous avez vraiment raison que ça dépend du contexte. Là, par exemple... c'est marrant, j'y pensais, je me disais, est-ce qu'ils vont comprendre j'avais vraiment peur que vous ne compreniez pas tout. Alors je me disais, est-ce que c'est compréhensible ce passage j'aurais peut-être dû expliquer plus pour... L'angle mort des fenêtres, tu veux dire ? Je me disais, finalement, c'est pas très clair. D'ailleurs, vous avez compris à la lecture du passage, c'était clair Même si c'est pas clair, c'est pas grave, ça reste un peu énigmatique. Voilà, bon, après, je sais pas, vous voyez, on sait jamais comment ça va être reçu, mais là où vous avez vraiment, vraiment raison, c'est que ce que je pense du texte change complètement en fonction des endroits, des gens qui sont là, de si je le prends sur un papier ou sur un livre, enfin, ça change tout le temps. On a un atelier écriture, donc on a eu pour but, en fait, de vraiment essayer de faire une production qui pourrait être... donné à un éditeur, en fait. D'accord. Et donc, ça faisait un certain temps que moi, je ne m'étais pas essayé vraiment à l'écriture personnelle. Ça a été, du coup, une occasion. Et là où le professeur m'a rassuré en disant « oui, c'était un très beau travail », moi, je n'ai pas arrêté de me dire « mais est-ce que quelqu'un va me suivre dans mon raisonnement ?» en fait. Oui, mais c'est tout à fait normal. Je vous rassure. Merci. Ça marche aussi pour l'écriture universitaire, si vous voulez savoir. C'est que le doute est permanent et moi, voilà, les livres, moi, je peux pas. Il faut pas que je lise mes propres livres. C'est dur. Hein. Ah, c'est impossible. Ouais. C'est comme écouter sa propre voix, vous savez, quand on s'enregistre ou se voir filmer, là, comme maintenant. C'est toujours... En fait, quand vous avez parlé de vos recherches en parallèle à l'écriture du livre, tout ce qui est scientifique, pour montrer que ce monde existe vraiment... En fait, ça m'a fait penser au travail de Jules Verne dans 20 milieux sous les mers, où justement, en fait, toutes ces descriptions, elles sont marquées de passages qui expliquent pourquoi c'est comme ça, des passages très scientifiques qui montrent que ce qu'il décrit est vraiment vrai, alors que c'est totalement fantastique. Ouais, c'est hyper important. En fait, c'est de trouver le juste milieu. Parce qu'à un moment donné, j'ai failli tomber dans un écueil où je voulais tellement expliquer que c'était vrai que je mettais beaucoup de descriptions. Sauf qu'à un moment donné, l'éditeur m'a dit mais arrête, si tu veux prouver à tout le monde que ça existe,
Les gens, tu offres ton monde en pâture à est-ce que ça existe vraiment ou pas. Fais comme si ça existait vraiment. T'es pas obligé de te justifier tout le temps. Alors, en même temps, c'est sympa d'avoir un peu d'explication scientifique, mais il faut pas en mettre trop, parce que comme ça reste imaginaire, si on s'enfonce, à la fin, les gens ils vont se dire bon, ça existe ou pas. Enfin, elle est obligée de combien de temps elle va être obligée de nous justifier que ça existe vraiment. Vous voyez, faut pas que ça soit l'enjeu du truc de dire ça existe vraiment parce que si, ça. Mais il faut que ça soit là, il faut que ça soit saupoudré. Voilà, faut le mélanger encore à la pâte, faut que ça ait l'air naturel. Enfin, en tout cas, mon but, c'est que ça ait l'air naturel et pas que ça soit une justification permanente pour dire ça existe. Un jour, j'avais fait lire je fais rarement lire à mes parents parce que ils comprennent rien. Enfin, mes parents, quand ils ont lu ça, ils ont fait mais je n'ai rien compris. Et donc, mon père m'a dit mais tu passes des pages à expliquer qu'un truc existe vraiment alors que c'est imaginaire, c'est ridicule. Je dis, ok. Donc je vais quand même. Bon, je sais que mon père est pas féru de ce genre de littérature, donc j'ai écouté. J'ai pas tout pris, mais je me suis dit, il doit quand même avoir raison d'une certaine façon. Donc j'ai enlevé, j'ai dû faire décanter les explications scientifiques. Je pouvais pas tout laisser. Voilà. Je sais pas si ça répond à votre question. Oui. Je voulais savoir si ça vous si exemple Jules Verne vous avez influencé dans ce genre d'écriture. Peut-être pas comme ça. Enfin, j'ai lu Jules Verne quand j'étais jeune, j'ai adoré. Donc j'imagine que ça a dû rester en moi et d'une certaine façon revenir dans Starpoint. Mais j'y ai pas pensé spécialement. J'ai pas pensé spécialement à Jules Verne en écrivant. Vous avez mis combien de temps pour l'écrire et combien de versions vous avez fait avant de Alors, en fait, c'est compliqué parce que je l'ai écrit, ce livre, j'ai toujours voulu l'écrire. Donc, j'en ai fait une version à 18 ans, mais ça n'avait rien à voir, mais vraiment rien à voir. Même pas Starpoint, même pas... Et le petit garçon, Pythagore, il avait 6 ans. C'était un truc... En fait, le seul truc qui n'a jamais changé, c'est Pythagore-Luchon. Il s'est toujours appelé Pythagore-Luchon et il y a toujours eu un monde parallèle. Et sa mère était prof de maths et son père était scientifique. Il n'était pas encore chercheur en physique quantique, mais ses deux parents étaient scientifiques. Mais sa première version, il avait 6 ans. Puis après, il avait 8 ans. Puis après, il avait 10 ans. Puis il a grandi avec moi, en fait. Et j'écrivais des versions et puis il y avait des versions où le monde imaginaire prenait tellement de place. C'était genre, je le faisais lire à ma sœur qui me disait oh là là, mais on comprend rien, c'est compliqué, c'est long. Donc je me disais ok, je suis pas au bon endroit, ça marche pas. Et je refaisais une version. Mais c'était pas ce livre-là. Vous voyez, c'était vraiment moi qui me baladais dans le monde imaginaire, mais en écrivant. Et puis quand j'ai rencontré l'éditeur qui m'a dit bon, maintenant on l'écrit pour de vrai. Là, je me suis dit ok, c'est plus moi toute seule qui écris pour moi-même, c'est pour un livre. Donc maintenant, qu'est-ce que j'aimerais lire en livre? Et là, le héros, il avait 15 ans, parce que moi, aujourd'hui, j'aimerais lire quelque chose qui arrive à quelqu'un de 15 ans, et pas 6, ça ne m'intéresserait plus. Et enfin, pas a priori. Et là, alors, à partir du moment où je me suis dit, j'écris un livre pour cet éditeur, ça a pris 1 an. Et il y a eu 2 grosses versions. Il y a eu une première, j'ai fait un premier jet, il m'a dit attention à ça, un deuxième jet, et après des corrections. Et là, du coup, la suite, donc ça, c'est un roman qui est paru en mars cette année. Hein, oui, ouais. Oui. Le deuxième tome, est-ce qu'ils sont déjà écrits? Est-ce qu'ils sont Non, ils sont en cours. Ils sont en cours. Voilà, le deuxième tome, il est en cours. Vraiment, je suis un petit peu en retard. Mais il va sortir en 2018. L'éditeur aurait voulu qu'il sorte en mars 2018, comme le premier tome était sorti en mars 2017. C'est vraiment trop dur. Là, on pense mai, peut-être. Voilà, mais c'est... En fait, les gens me demandent souvent, est-ce que vous aviez l'idée de tout avant de commencer à écrire? Alors, j'avais l'idée de où est-ce que les gens vont arriver à la fin du 3e tome. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont découvrir? C'est quoi ce monde? Pourquoi? Mais maintenant, comment on y va et quels sont les personnages, quels sont les chemins? Tout ça, c'est impossible à savoir à l'avance. Parfois, il y a des personnages qui arrivent. Et dans le premier tome, il y avait un personnage super important qui s'appelait Jack. Vraiment, pour moi, c'était un personnage principal. Puis il est parti au bout d'un moment. Il est pas entre la première et la deuxième version, je l'ai enlevé parce qu'il ne servait pas. En fait, c'était comme un moteur auxiliaire dans les fusées. Il m'a aidé à faire décoller le roman. Et en fait, après, j'en avais plus besoin et j'étais super triste parce que j'aimais beaucoup ce personnage, mais il plombait toutes les scènes. Alors, il est parti. Il reviendra pas. Et peut-être qu'il reviendra. Ah bon. Peut-être, mais il s'appellera pas. Alors là, il y en a un qui en ce moment qui s'appelle. Après, peut-être qu'il va plus être là, donc j'ose même pas vous le dire, mais il est quand même important. Il s'appelle Ajax et c'est quand même une certaine version de ce Jack. Mais vous voyez, je suis même pas sûre. Là, l'éditeur me dit, donne-moi un résumé quand même pour qu'on commence à travailler sur la couve et j'ose pas lui donner un résumé parce que.
même si je sais de quoi ça parle, etc., c'est très enfermant. Une fois que moi, je peux faire un résumé que quand c'est fini, parce on est toujours surpris par l'écriture. On croit qu'on veut écrire un truc, mais c'est pas toujours. Le fait d'être concrètement dans l'histoire vous fait changer de chemin. Peut-être une dernière question. J'ai 2 questions. Vous vous décririez plus comme une écrivaine sci-fi ou fantastique? Alors, c'est marrant parce qu'il y avait une conférence à ce sujet aux Utopiales. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un festival de science-fiction. Et il y avait tout un débat sur la science-fiction, la fantasy, etc. Et donc, après ce long débat, on a décrété que j'étais plus fantasy quand même. Parce que c'est de la science-fiction, mais douce. Il y a de la science. Je me reconnais pas dans la science-fiction dure. Parfois, on dit le space opéra, ou on dit... des trucs de technologie, des uchronies, des dystopies, tous ces trucs-là, c'est pas moi. Parce qu'en fait, le roman, il commence de nos jours. C'est une classe de seconde, des gens qui nous ressemblent, ils rentrent en cours, il y a l'appel, la prof de maths, c'est vraiment... Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des histoires qui sont légèrement différentes de la réalité. Vous voyez, ça part de la réalité, et tout à coup, ça bascule, et ça nous emmène ailleurs. Alors que la science-fiction, ça peut commencer dans une autre planète, ça peut commencer dans un autre temps, dans le futur très, très lointain. Donc, je dirais plus fantasy. Un peu je ne sais pas si vous regardez les séries, si vous aimez Stranger Things. Moi, quand j'ai vu Stranger Things, je me suis dit, mais c'est mon univers, c'est ça que je veux faire. Et voilà, je me reconnais vraiment dans... Vous voyez, c'est limite science-fiction, fantasy, Stranger Things, quand même. Du coup, en fait, je voulais vous poser une question par rapport à ça. Étant donné qu'il y a beaucoup de séries en ce moment par rapport à l'univers de Stranger Things, il y a Dark. Du coup, j'aimerais savoir si vous pensez que ce genre d'écriture va revenir à la mode, en fait. La fantasy, la science-fiction, un peu. Vous pensez que c'est une écriture du moment? Oui, je crois assez. Parce que même ce dont je parlais, le young adult, c'est quelque chose qui vient des États-Unis et qu'on connaissait. Ce genre, on ne connaissait pas trop en France. Et les libraires me disent que de plus en plus, ils font des rayons spécialisés. Et ce n'était pas un truc très français. Et il y a de plus en plus de Français qui le font. Il y a Christelle Dabos, par exemple, si vous aimez ses univers. C'est aussi une trilogie. C'est une trilogie, mais là, elle a écrit le 4e et c'est assez bluffant. C'est un univers aussi totalement fascinant. Hein. Tous les romans de Christelle Dabos, c'est chez Gallimard, c'est publié en poche maintenant. Alors, c'est intéressant parce que je crois que d'abord, ça a été publié en jeunesse. Et quand c'est passé en poche, c'est adulte ou... C'est plus en jeunesse, c'est pas en poche jeunesse. Voilà. Et ce filon, je sais pas comment on dit, un filon genre, de parler de jeunesse, de parler d'ado, d'être science-fiction, fantasy, mais que ce soit pas que pour les enfants. Moi, je crois vraiment que c'est un truc du moment. Par rapport à la rémunération, ça se passe comment? La rémunération, vous voulez dire combien? Alors, parce qu'on avait déjà parlé de ça. Combien un auteur gagne? Je peux compléter parce que là, je vous ai dit en introduction qu'on sort du salon du livre de jeunesse de Montreuil. À l'occasion de ce salon, il y a eu une grande mobilisation de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse pour expliquer la réalité de leur métier. Enfin, si vous regardez un petit peu sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si tu avais vu ça, ils ont fait même un petit feuilleton, une espèce de série web très courte où ils inventent des personnages d'auteurs pour montrer... Alors, c'est assez controversé dans l'édition parce que parfois, ça décrit des relations avec l'éditeur qui sont vraiment caricaturales et qui donnent pas la... Il y a des éditeurs qui font quand même un travail génial. Donc, on voit l'auteur se faire exploiter, mais qui reviennent sur des idées reçues et qui expliquent très concrètement combien... Donc, quand un livre coûte 19 €, combien on gagne sur la vente d'un livre. Je crois que c'est un peu ça aussi votre question. Ou est-ce qu'on a une avance dans un contrat? Oui, alors quand on signe un contrat, on a une avance. Ça s'appelle un avaloir. Et on en touche... Alors, je crois que c'est assez classique. On touche la moitié de cet avaloir quand on signe le contrat et l'autre moitié quand on rend vraiment le manuscrit. Et ensuite, on est payé 1 an plus tard. Je ne sais pas exactement quand, parce que moi, je n'ai pas encore 1 an, donc je n'ai pas encore été payée. Mais je pense que ça ne sera pas avant... je ne sais pas quand est-ce qu'ils arrêtent les comptes, je crois au 31 décembre. Donc, le temps qu'ils fassent tout ça, ce ne sera peut-être pas avant janvier, février, mars. Après, je sais que sur chaque livre, je suis censée toucher... Alors, je ne me souviens plus exactement si c'est 10 ou 12. Oui, parce que tu n'as pas un contrat jeunesse, du coup. C'est ça qui est intéressant. C'est quoi un contrat jeunesse, alors? C'est moins. C'est combien? Le pourcentage, il est à... Peut-être Virginie, c'est mieux. 5. Hein, ouais. Ah ouais, d'accord. 10-12, c'est pas mal.
Ouais, voilà, c'est surtout autour de 8-10. En jeunesse, c'est 5-6. Et donc, alors, même si c'est 10, donc ça veut dire que 10%. Donc, ça veut dire que sur chaque livre, je touche 1,9 €. Ouais, ce qui est, moi, je dois dire, c'est assez énorme pour l'édition. Et en particulier pour jeunesse, c'est... Ah oui, mais je ne savais pas. J'apprends quelque chose aujourd'hui. C'est un bon éditeur, pour rester chez lui. D'accord. Continue. Ok, mais c'est vraiment un super éditeur, vraiment. Alors là, la part des 6005 était passée. Voilà. Après, je sais pas. C'est pas. Enfin, il faut attendre. On le sait pas tout le temps. Enfin, il le regarde pas tout le temps. Il m'en parle pas tout le temps aussi. Ça me stresse un peu. Donc au début, il me disait pas trop. Mais là, il m'a dit OK, ça y est, on a passé 6005. Ce qui me. Enfin, je suis hyper contente. Enfin, peut-être que pour les gens qui savent pas, ça paraît ridicule 6005. Mais pour les gens qui connaissent l'édition, enfin, en tout cas moi je suis hyper contente parce que un premier roman, je crois que ça peut être les premiers romans, ça peut être 150 exemplaires ou 150, 150, 200, je sais pas, peut-être Virginie c'est mieux. Voilà, donc merci beaucoup Marie-Lorna pour cet échange plein d'énergie. Merci aux étudiants pour vos questions et votre attention. Merci beaucoup. Merci.